13h, bonjour à tous, vous êtes sur Al24 News. Tout de suite, les principaux titres de ce dimanche 26 décembre. Il était considéré comme l'icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. L'archevêque, prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, est décédé à l'âge de 90 ans. Santé Covid-19, le pass sanitaire fait son apparition en Algérie. Record de contamination dans plusieurs autres pays. Nous ferons le point sur la situation dans cette édition. Plus de 10 000 militaires russes sont donc rentrés dans leur base samedi après des exercices d'un mois dans le sud de la Russie. Économie, les prix à la production connaissent une hausse sans précédent au niveau mondial. Nous allons en débattre justement lors de cette édition. Il était considéré comme l'icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. L'archevêque, prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, est décédé à l'âge de 90 ans, a annoncé le président Cyril Ramaphosa. Le décès de l'archevêque émérite Desmond Tutu est un nouveau chapitre de deuil dans l'adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée, a déclaré le président sud-africain dans un communiqué. Le président somalien a annoncé samedi soir qu'il retirait à son Premier ministre la charge d'organiser les élections longuement attendues à l'origine d'une grave crise institutionnelle, celui-ci ayant failli à ses responsabilités. Les tensions entre le président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, et son Premier ministre Mohamed Hussein Roble sont récurrentes et cette décision pourrait déclencher une nouvelle escalade au sein du gouvernement somalien. Et toujours en Somalie, l'armée annonce avoir neutralisé 22 terroristes du mouvement Al-Shabaab dans le sud du pays. L'armée somalienne a annoncé avoir également libéré 3 villages des éléments d'Al-Shabaab. Il s'agirait du village de Jamjar, Mubarak et Jawhar Yari à la périphérie de la Daoudigal. Au moins 5 personnes ont été tuées samedi dans l'explosion de la bombe d'un kamikaze devant un bar de la ville de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué, mais les autorités provinciales accusent les groupes des forces démocratiques alliées. Le kamikaze, empêché par les vigiles d'accéder au bar bondé de clients, a activé la bombe à l'entrée. Le bilan encore provisoire fait état de 6 morts, dont le kamikaze, et 13 blessés admis dans les hôpitaux, a écrit le général de brigade Sylvain Ekenje, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, dans un communiqué. Nouvelle journée de manifestation hier au Soudan. Des milliers de manifestants hostiles au pouvoir en place se sont rassemblés avant de se diriger vers le palais présidentiel de Khartoum. Les forces de sécurité soudanaises ont tiré des grenades lacrymogènes pour repousser les milliers d'opposants, des opposants qui ont déjà annoncé qu'ils manifesteraient de nouveau le 30 décembre prochain. En Libye, ils étaient des centaines à être descendus dans les rues de Tripoli hier pour fêter le 70e anniversaire de leur indépendance. Une célébration qui, depuis l'intervention des forces de l'OTAN, se veut comme une démonstration de force du peuple libyen. Hier marquait la date qui devait coïncider avec le scrutin présidentiel reporté au 24 janvier prochain, même si pour le moment la situation politique du pays reste incertaine. Tinhinan Makassi. Ce fut une semaine particulièrement mouvementée en Libye. L'annulation des élections présidentielles, un scrutin qui devait être organisé le 24 décembre. Une date symbolique pour les Libyens qui ont arraché leur indépendance il y a 70 ans à cette date. D'ailleurs, ils étaient des centaines à l'avoir célébrée dans les 4 coins du pays.
Concernant le 24 janvier, n'est pas encore sûr, ça reste une simple proposition. Les négociateurs veulent donner une chance aux candidats de s'entendre entre eux et d'aller vers un consensus commun. Les élections sont un enjeu majeur pour les grandes puissances. D'ailleurs, certaines d'entre elles ont réagi très vite à ce report, qui perturbe leurs agendas. Dans une déclaration conjointe, des porte-paroles des ministères des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni ainsi que les États-Unis ont appelé à la tenue des élections présidentielles rapidement. La tenue, le report, la date des élections sont aussi soumis à des intérêts mercantiles au niveau des forces internes. Certains affirment vouloir que le report se fasse d'au moins de 3 mois ou plus, mais leurs raisons sont individuelles. Ils ne pensent pas à l'arrêt de la Libye, puisque le Tchao les arrange. Ils ont aussi peur de la construction d'un État libyen, puisque ce scénario voudrait aussi dire une justice qui demandera des comptes à toute personne qui a eu un rôle destructeur ces 10 dernières années. 10 ans après les interventions de l'OTAN, le pays semble être pris au étau, coincé dans une impasse qui sert les intérêts des grandes puissances et leurs relais internes. L'entité sioniste profite des situations de crise dans le monde pour accomplir son travail abject et poursuivre sa politique expansionniste. Un plan de 317 millions de dollars pour étendre sa zone de colonisation dans la région du Golan. Ce plan suscite la colère de la population locale. Leila Gertal. Israël, comme à ses habitudes, profite des situations de crise dans le monde et des foyers de tension qui focalisent l'attention de la communauté internationale pour accomplir ses bases besognes expansionnistes. Le gouvernement de l'entité sioniste vote aujourd'hui un plan pour doubler le nombre de colons dans la région occupée du Golan syrien. Une grande opération coloniale qui consiste, cette fois-ci, non pas à chasser par la force les habitants originaux du Golan, comme cela s'est fait à Sheikh Jarrah, mais à réduire leur nombre en implantant tout simplement de nouveaux colons. Cette opération d'envergure est l'une des plus importantes passées sous silence par les médias occidentaux. Nous allons faire l'histoire du Golan, affirme en toute assurance, voire même arrogance, le premier ministre de l'occupation sioniste, faisant fi ainsi des habitants autochtones du Golan syrien. Ce plan n'est pas une vue de l'esprit, mais un projet bien réel que compte réaliser l'entité sioniste au Golan pour rétablir son hégémonie. Le gouvernement israélien doit voter pour le déblocage de 317 millions de dollars pour la réalisation de ce plan expansionniste colonialiste par excellence. L'entité sioniste ne s'en cache pas, son objectif est de doubler la population et de la doubler à nouveau entre 2022 et 2025, a déclaré en ces termes le Premier ministre israélien. Le deuxième objectif consiste à atteindre les 100 000 personnes contre les 53 000 existants actuellement, avec la construction d'environ 7 000 nouvelles colonies d'ici 2025. Ce plan est une véritable violation du droit international. Ce qui s'apparente à un plan de développement n'est rien d'autre qu'un plan sioniste qui s'ajoute au précédent devant la bénédiction de la communauté internationale. Peu de temps après l'annonce par l'Arabie Saoudite du déclenchement d'une opération militaire à grande échelle au Yémen, la réponse des Houthis ne s'est pas fait attendre par la voix du porte-parole des Houthis, Yahya Sarih. Selon un communiqué publié sur la chaîne Telegram des rebelles, ils ont promis à l'Arabie Saoudite des opérations douloureuses tant qu'elle poursuivra son agression. Et dans le dossier santé, l'Algérie annonce l'instauration du pass sanitaire. Le pass vaccinal sera désormais exigé dans les aéroports algériens. Les autorités algériennes ont décidé, au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, d'exiger le pass vaccinal pour l'entrée ou la sortie du territoire national et l'accès à certains espaces et lieux accueillants du public. Souhila Kilal. Le pass vaccinal est désormais exigé pour l'entrée ou la sortie du territoire algérien. C'est la nouvelle démarche adoptée par les autorités algériennes au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19.
Les lieux et édifices à usage collectif ou accueillant du public où se déroulent les cérémonies, fêtes et manifestations d'ordre culturel, sportif ou festif sont également concernés par cette démarche. Il s'agit dans un premier lieu des stades et lieux de déroulement des manifestations et compétitions sportives, des salles de sport, infrastructures sportives et piscines, des espaces et lieux accueillant les rencontres séminaires et conférences, des salles de cinéma, théâtre, musées et lieux de spectacle. Le pass vaccinal sera également exigé dans les espaces de célébration de cérémonies et événements à caractère national et local, des salles, salons et foires d'exposition, des salles des fêtes et des hammams. Les autorités prévoient également d'intensifier les opérations de vaccination des fonctionnaires et certains corps des administrations et institutions publiques, ainsi que d'autres métiers des secteurs des services et du commerce. Cette démarche vise à éviter le recours à des mesures drastiques de restriction de la mobilité ou de suspension d'activités économiques, commerciales et sociales, ou encore de confinement à domicile, surtout avec la propagation rapide dans le monde du nouveau variant Omicron. Covid toujours, le nombre quotidien de contaminations ne cesse d'augmenter dans les 4 coins du monde. La France vient de franchir un nouveau palier avec plus de 104 000 nouveaux cas. Le variant Omicron, désormais dominant au Portugal, ne cesse de gagner du terrain et la Chine en état d'alerte avant les JO de Pékin. Les détails avec Neila Hamouda. La Catalogne impose un nouveau couvre-feu pour lutter contre la hausse des infections au coronavirus. Impossible de se déplacer entre 1h et 6h du matin, sauf raison impérative. Les boîtes de nuit ont dû fermer et des jauges sont désormais appliquées dans les lieux culturels et les restaurants. Les fêtes de famille doivent également se limiter à 10 personnes autour de la table. Autre mesure imposée par le gouvernement, le retour du port du masque en extérieur. La France franchit la barre des 100 000 cas quotidiens de Covid-19, des chiffres inédits jamais atteints depuis le début de l'épidémie. La progression des contaminations liées au variant Omicron s'annonce encore plus fulgurante dans les prochaines semaines, selon les spécialistes. Le gouvernement français envisage de nouvelles mesures de restriction pour le nouvel an. Un conseil de défense sanitaire doit se tenir lundi pour évaluer la progression fulgurante des contaminations au variant Omicron. Pour freiner le risque d'une vague d'hospitalisation, le ministère de la Santé a ramené à 4 mois le délai entre la dernière injection du vaccin et la dose de rappel. Le variant Omicron est devenu dominant au Portugal. Pas moins de 12 000 nouveaux cas sont enregistrés en 24 heures, un record depuis fin janvier dernier. Pour faire face à cette hausse des contaminations, le Portugal a adopté une série de nouvelles mesures de contrôle de l'épidémie comprenant notamment le télétravail obligatoire, la présentation d'un test pour assister à un spectacle ou un événement sportif, ainsi que la fermeture des bars et discothèques. La forte tendance à la hausse de la Covid-19 se poursuit au Québec. La barre des 10 000 nouveaux cas de Covid a été franchie. Cela représente une hausse de 57% sur une semaine. Une tendance similaire avait été observée lors de la même période l'an dernier. Pékin est en état d'alerte à l'approche des Jeux olympiques. La Chine enregistre 158 nouveaux cas de coronavirus. C'est le décompte le plus élevé depuis 4 mois. La plupart des contaminations se sont produites à Xi'an, où 13 millions d'habitants sont confinés depuis 4 jours. Interdiction de sortir de chez soi, interdiction de quitter la ville. Seule une personne par foyer est autorisée à aller faire des courses tous les 2 jours. Le ministère russe de la Défense rappelle ses hommes à leur base. Plus de 10 000 militaires russes sont donc rentrés dans leur base samedi après des exercices d'1 mois dans le sud de la Russie. Les militaires étaient notamment positionnés près de la frontière ukrainienne, occasionnant de vives tensions. Amitota. Fin de manœuvres et les entraînements pour plus de 10 000 soldats russes dans le sud du pays, selon Moscou. Les exercices militaires ont duré plus d'1 mois près de la frontière ukrainienne, ce qui a ravivé la tension entre l'Ukraine et la Russie et l'Occident, qui a accusé le Kremlin de vouloir mener une intervention militaire en Ukraine. Une volonté niée par la Russie qui a démenti avoir des intentions offensives. Dans son allocution annuelle il y a quelques jours, le président Vladimir Poutine a chargé l'OTAN après avoir positionné ses missiles aux portes de la Russie et vouloir s'élargir vers l'Est en contradiction avec les engagements de Moscou et son refus de voir l'expansion de l'OTAN aux pays frontaliers, notamment l'Ukraine. Dans ce contexte, Moscou exige des garanties sécuritaires de la part des Occidentaux.
Néanmoins, le président russe a exprimé son constat positif par rapport à la réaction de Washington afin d'entamer un dialogue dans les prochaines semaines. Sur le terrain, la situation entre Kiev et Moscou était tendue ces derniers jours en raison des manœuvres militaires russes près de la frontière russo-ukrainienne. Une relation sous tension qui avait un précédent lié aux événements qu'a connus l'Ukraine depuis 2014. Au Royaume-Uni, un homme qui s'est introduit sur le terrain du château de Windsor a été arrêté samedi. Il s'agit du lieu où la reine d'Angleterre réside depuis le début de la pandémie. Une partie de la famille royale y était d'ailleurs réunie pour célébrer les fêtes de Noël. D'après la police, l'individu âgé de 19 ans portait une arme. Il a été poursuivi pour suspicion de violation ou d'intrusion dans un site protégé et possession d'une arme offensive. Il aura fallu un peu plus de 3 mois au volcan Cumbre Vieja pour se rendormir. L'éruption sur l'île espagnole de La Palma, qui a provoqué des dégâts considérables, a officiellement pris fin samedi. Il fallait 10 jours consécutifs sans signe visible d'activité volcanique, délai requis selon les experts scientifiques pour pouvoir affirmer que l'épisode était terminé. La zone restera toutefois dangereuse pendant encore quelques temps, selon les experts, en raison de la persistance d'émissions de gaz toxiques. Les corps de 16 victimes décédées en novembre lors d'un naufrage en Manche ayant fait 27 morts ont été rapatriés ce dimanche avant l'aube en Kurdistan d'Irak, où les familles les attendaient pour organiser des funérailles. L'avion est arrivé aux alentours de 2h du matin, minuit, heure algérienne, à l'aéroport d'Erbil, la capitale de la région autonome dans le nord de l'Irak. Les victimes ont été transférées dans des ambulances qui ont quitté l'aéroport pour les transportés vers leur ville d'origine au Kurdistan. Plus de 11 000 personnes ont été contraintes de quitter leur habitation et 4 200 ont dû être prises en charge par les autorités en raison d'inondations dans 19 municipalités de l'État brésilien de Bahia Nord-Est, ont indiqué les autorités locales. Les fortes pluies qui s'abattent sur la région depuis le début du mois de novembre ont déjà fait 17 morts, dont une dernière victime jeudi, selon un bilan de la protection civile de Bahia. Et les résultats officiels des élections présidentielles au Chili ont débouché sur la victoire nette et sans appel de Gabriel Boric avec 56% des suffrages exprimés et un taux d'abstention de 45% du corps électoral. Analyse de Sofiane Barouti. Les élections présidentielles au Chili se sont soldées par un résultat historique, avec la victoire du candidat progressiste, le jeune Gabriel Boric, face à son adversaire, le candidat d'extrême droite, José Antonio Kast. Cette échéance électorale était très importante, alors que le pays traverse une longue crise ponctuée par un mouvement populaire d'ampleur, commencé dès 2019 contre le président sortant Sebastián Piñera, qui a eu toutes les peines du monde à mater ces protestations, même en usant et abusant de l'outil répressif. Le processus a débouché sur l'élection d'une assemblée constituante qui s'occupe en ce moment même d'élaborer le projet de nouvelle constitution pour finir d'enterrer la version pinochiste qui a survécu à la transition démocratique entamée dès 1988 dans ce pays sud-américain. Le président chilien élu à la tête de la liste Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, est d'ailleurs une figure du mouvement social. Leader des grandes mobilisations estudiantines de 2011, contestant le système d'enseignement privé imposé par la dictature néolibérale initiée par le coup d'État de 1973 et l'assassinat de Salvador Allende. Le président élu, Gabriel Boric, est né en 1986. Il a à peine l'âge minimum pour être élu président, 35 ans justement. Sa directrice de campagne, Isquia Siches, présidente du Collège médical du Chili, est née elle aussi en 1986. Camilla Vallejo, ancienne leader estudiantine de 2011, comme Boric, est née en 1988.
et elle est la présidente du groupe parlementaire du Parti communiste. Le député de Révolution Democrática, l'un des partis les plus importants du Frente Amplio, avec celui dirigé par Boric, Convergencia Social, Convergence Sociale, et Giorgio Jackson. Et il est né en 1987. Jorge Sharp, maire de gauche récemment élu à Valparaiso, la deuxième ville du pays, est né en 1985. Iracy Hassler, maire communiste de Santiago Centro, est né en 1990. Cette victoire électorale ouvre certainement un nouveau cycle politique en Amérique du Sud et confirme la tendance des 2 dernières années qui ont vu la gauche patriotique se maintenir au Venezuela, en Bolivie et au Nicaragua et gagner les élections au Mexique avec le président Juan Manuel López Obrador du PRD ainsi qu'au Pérou avec l'accès à la magistrature suprême du syndicaliste Pedro Castillo. Près de 50 ans après l'opération Condor et à la suite d'un long cycle de tyrannie néolibérale au parfum souvent fascisant en Amérique latine, un nouveau souffle a l'air d'ouvrir de nouveaux horizons sur le cône sud en ce moment. Et c'est une découverte effroyable qui a été faite en Birmanie. Les dépouilles d'une trentaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été retrouvées dans des véhicules calcinés samedi selon l'ONG Save the Children. L'ONG a annoncé que 2 membres de son personnel en Birmanie étaient portés disparus. Nous avons la confirmation que leur véhicule privé a été attaqué et incendié lors d'une attaque perpétrée vendredi dans l'état de Kaya, dans l'est du pays, a déclaré l'Organisation de défense des droits de l'enfant dans un communiqué. Retour en Algérie, coup d'envoi ce dimanche d'un salon très attendu. Il s'agit de la 35e édition de l'Assiar Tamnaraset, organisée par le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, en coopération avec la wilaya de Tamnaraset. Ce rendez-vous économique international phare du sud de l'Algérie se tiendra jusqu'au 8 janvier 2022 et verra la participation de plus de 200 entreprises publiques et privées, outre des exposants étrangers, notamment d'Afrique, selon l'agence Algex. Et dans le dossier énergie et dans le cadre de la politique nationale de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables, le ministère du secteur lance l'appel d'offres national et international à investisseurs pour la réalisation du projet solaire 1000 MW. Le projet consiste en la constitution de sociétés de projets chargées de réaliser un projet de centrale solaire photovoltaïque d'une capacité totale de 1000 MW crête répartie sur le territoire national algérien en lots de 50 à 300 MW crête chacun. Et justement, le cluster énergie s'est exprimé à ce sujet par la voix de son directeur général, Bourkhalfa, ici, que je vous propose d'écouter. Je pense que s'il est bien mené à terme et qu'il atteint les objectifs affichés, c'est-à-dire qu'installer ou bien signer les contrats pour 1000 MW tels que avancés par les pouvoirs publics, devrait permettre de lancer de manière durable les énergies renouvelables ou bien le déploiement des énergies renouvelables en Algérie. Cela ne devrait pas être uniquement la première tentative, mais elle devrait s'inscrire dans une logique de mise en place d'un plan de déploiement des 15 000 MW. Concernant l'impact de cet appel d'offres au niveau international, il est encore trop tôt pour pouvoir se prononcer. Il faudra attendre d'avoir accès aux termes du cahier des charges ou bien les conditions qui vont définir le contrat d'achat, la partie liée au financement du projet. Économie, toujours. Selon les experts, il faut se rendre à l'évidence, produire coûtera désormais plus cher. Les prix à la production connaissent une hausse sans précédent au niveau mondial, et ce à cause de facteurs endogènes et exogènes, pas toujours facile à contourner. Les tenants et les aboutissants de ce phénomène macroéconomique avec Kherdin Batash. La hausse des prix à la production fait tressaillir les industriels du monde entier.
Face à ce phénomène macroéconomique qui prend de l'ampleur au fur et à mesure que la pandémie Covid-19 dicte sa loi sur l'économie, en cause l'inflation enregistrée au niveau de plusieurs matières premières, notamment le pétrole et le gaz, les métaux, l'électricité et autres intrants de base qu'il est difficile de se procurer aujourd'hui. En parallèle, l'explosion des prix du fret maritime, notamment à partir de Chine, contribue à la pérennisation de cette tendance haussière au niveau de la chaîne de valeur. Cette situation va entraîner une augmentation des coûts de production et se traduira par une revalorisation à la hausse des prix des biens et des services. Ce qui serait à l'origine de tensions inflationnistes qui vont marquer les années à venir. D'autres facteurs exogènes font désormais partie de l'équation, à l'image du besoin de colocaliser certaines filières stratégiques ou de se protéger contre le risque d'une pandémie, une catastrophe naturelle ou encore une cyberattaque. En économie, tout est une question de prix. Début novembre, les industriels allemands ont vu leur coût grimper de 14,2% en un an. L'industrie la plus puissante d'Europe n'avait pas connu un tel rythme depuis octobre 1974. Réputée pour être l'usine du monde, la Chine n'a quant à elle atteint une hausse de 10,7%. Idem pour la France qui en glissement annuel enregistre une hausse de 16,3%, niveau inédit depuis janvier 1995. Un grain de sable qui vient enrayer l'engrenage économique mondial et qui se répercute déjà sur les prix de plusieurs produits manufacturés. À l'automne, la désorganisation des chaînes d'approvisionnement atteint un pic et de l'avis de tous les économistes, ces tensions ne se résorbent que très lentement. Car hormis quelques grandes entreprises et groupes encore capables de faire du pricing power, la plupart des PME n'arrivent pas à endiguer l'augmentation de leurs charges liées à la production et sont obligés de préserver leurs marges bénéficiaires en reportant la hausse sur les prix des produits finaux. Un fardeau supplémentaire à supporter pour les consommateurs dont le pouvoir d'achat n'a pas été ménagé depuis le début de la pandémie Covid-19 et qui risque à terme de sonner le glas des produits bon marché. Et pour débattre de ce sujet, nous avons avec nous en direct depuis Paris l'économiste Alexandre Kateb. Bonjour Monsieur Kateb. Bonjour. Alors d'emblée, la problématique de la hausse des prix à la production semble inquiéter les industriels, mais également les gouvernements dans le monde, notamment en Europe. Pouvez-vous nous détailler les causes de ce phénomène ? Alors, les causes de cette augmentation, elles sont liées avant tout, je dirais, à la pandémie du Covid-19 et à ses conséquences sur les chaînes de transport et d'approvisionnement. Notamment du transport de marchandises depuis l'Asie vers les autres zones du monde, en premier lieu l'Europe et l'Amérique du Nord, et l'engorgement des capacités de transport qui sont liées à la reprise post-Covid. Également, un autre facteur qu'il faut signaler, c'est l'augmentation très nette du prix de l'énergie, qui intervient dans le contexte de cette reprise, mais qui est également peut-être le symptôme d'un sous-investissement dans le secteur suite à la pandémie, qui a été un choc majeur pour cette industrie et qui a conduit au gel de certains investissements. Et donc aujourd'hui, on subit le contre-coup de ce gel des investissements dans le secteur de l'énergie, en particulier dans le secteur du pétrole et du gaz. Enfin, je dirais qu'il y a un troisième facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est l'impact des grands plans de stimulus de la demande mondiale, notamment aux États-Unis, où il y a eu un afflux massif des consommateurs sur les biens manufacturés, qui s'est traduit par l'incapacité en fait à répondre à cette demande dans les délais, disons, normaux. Donc, on voit bien qu'il y a à la fois des facteurs d'offre et de demande auxquels s'ajoutent les disruptions liées à la pandémie elle-même. Très bien. Alors, Monsieur Kateb, selon plusieurs experts, l'on s'achemine vers la fin du modèle chinois du produit bon marché. Qu'en pensez-vous ? Alors,
la fin du modèle chinois, oui et non. C'est-à-dire que, en effet, il y a une hausse des salaires en Chine qui est aujourd'hui notable. La Chine n'est plus vraiment un pays émergent. En tout cas, si on considère les provinces les plus dynamiques, elles ont un revenu par habitant qui les rapproche davantage des économies avancées. En revanche, la hausse de la productivité dans le secteur industriel va se poursuivre, notamment avec les investissements dans la robotisation, l'automatisation des chaînes de production et la délocalisation vers des pays à plus faible coût dans la région, notamment le Vietnam par exemple, ou encore l'Inde et le Bangladesh, pour ne citer que cela. Donc cette productivité tendancielle va continuer à se traduire en baisse des prix, mais d'un autre côté, en effet, pour certains produits, pour certains secteurs, il va y avoir des poussées inflationnistes liées à la hausse des salaires et au fait que pour réorganiser les chaînes de production, il faut du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. La relocalisation, c'est un phénomène qui prend plusieurs années. Et dans l'intervalle, il faut gérer, disons, les perturbations et l'impact sur les prix. Très bien. Nous le disions dans le sujet de notre journaliste Khairdine Betash, produire coûtera désormais plus cher, notamment pour les entreprises les plus vulnérables aux changements systémiques et conjoncturels. Quelles sont, selon vous, les alternatives pour ne pas basculer dans une inflation à long terme ? Les alternatives, disons, c'est de raccourcir le plus possible les chaînes d'approvisionnement, de produire beaucoup plus d'intrants au niveau local. Je crois que ça, c'est vraiment une priorité quand on le peut. Et également de ne pas dépendre d'un seul fournisseur, par exemple, qui pourrait être soumis à des contraintes à un moment donné et qui ne pourrait pas satisfaire les commandes, que ce fournisseur soit situé en Asie ou dans d'autres pays. Donc je pense qu'il y a à la fois une réflexion à mener en termes de diversification des sources d'approvisionnement et en termes de localisation des produits et d'encouragement pour la fabrication d'intrants locaux, que ce soit au niveau, je dirais, national ou à une échelle régionale en intégrant plusieurs pays, parce que comme vous le savez, il y a des industries où il faut avoir une taille critique et où vous ne pouvez pas fabriquer ces intrants, que ce soit par exemple les arômes pour les boissons ou les principes actifs pharmaceutiques. Il y a un marché critique et donc il faut produire pour ce marché critique. Souvent c'est à l'échelle d'une région, voire d'un continent. Très bien, merci beaucoup Alexandre Kateb pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Merci, bonne journée. Je me tourne à présent vers vous, monsieur Sayoud Mohamed. Vous êtes expert international en investissement, plus de 30 ans d'expérience. En Allemagne. Très bien. Donc, on va entrer directement dans le vif du sujet, monsieur Sayoud. Ce contexte mondial de hausse des prix à la production induira un changement de paradigme, on va dire, chez les industriels. L'Algérie a-t-elle une chance de récupérer certaines filières industrielles stratégiques pour une production locale offrant plus de garanties ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, il y a un potentiel immense en Algérie. On doit savoir juste comment l'exploiter. L'exploiter, c'est-à-dire encourager l'investisseur, que ce soit algérien, étranger, nos confrères, les diasporas, issus de la diaspora établis à l'étranger, et beaucoup plus aussi les Algériens établis en Algérie. On a du potentiel. On a plein de gens qui ont gagné assez d'argent dans l'import. Maintenant, ils se reconvertissent en producteurs. Il y a plein de produits, on peut les produire en Algérie. Il faut juste les avantages, les facilités de nos autorités. Les avantages, c'est-à-dire, c'est qu'on perd beaucoup de temps ici. On perd beaucoup de temps, c'est-à-dire, c'est le facteur temps qui n'est pas vraiment mis en valeur en Algérie. Donc, quand on veut produire, il faut accélérer à une cadence assez supérieure. Il y a pas mal de pays qui étaient vulnérables économiquement, ils étaient très pauvres. Allez les voir maintenant. Donc tout le monde a travaillé à une vitesse supérieure. C'est ce qui manque en Algérie. Maintenant, l'infrastructure, on ne l'a pas encore. Il y a plein d'étrangers. Moi, personnellement, en tant que consultant international en investissement, nationalité algérienne, allemande, donc compétences allemandes,
Il y a plein d'étrangers qui nous sollicitent, ils sollicitent nos cabinets de conseil en investissement pour s'installer en Algérie, pour produire différents produits. Mais entre parenthèses, où est le foncier? La méthode, les possibilités d'avoir un foncier, que ce soit l'acquisition ou bien en location, il n'existe pas. D'où ma question justement, comment convaincre ces entreprises? C'est-à-dire faire comme tout le monde entier, créer des zones industrielles clés en main, avec des hangars prêts pour la location. Prêts pour la location, c'est-à-dire l'investisseur, il n'a pas besoin de perdre son temps. Il vient avec ses lignes de production, ses machines, il produit au bout de 3-4 mois. Il est opérationnel. Il produit pour le marché local, pour l'export et pour l'Afrique. On a un potentiel de 1,5 milliard de consommateurs. Les Européens, jusqu'à maintenant, ils s'approvisionnent de la Chine généralement. Parce que maintenant, tout ce que vous voyez, sauf le high-tech, c'est autre chose. Mais sinon, tout ce qui vient, tout ce qu'on voit en Europe, que ce soit habillement, cuir, hi-fi, etc., vient de l'Asie. Les meubles, etc. Donc, on a les opportunités, les chances, les possibilités de les faire en Algérie. La proximité. Pourquoi? Parce que les acquéreurs, ou bien les acheteurs, ou bien les clients qui s'approvisionnaient de la Chine, par exemple, ou bien de Chine, ou bien de Taïwan, maintenant, ils peuvent s'approvisionner en Algérie. On a la proximité. Ils n'ont pas le problème de frais, parce que les frais de transport, ils sont vraiment exorbitants maintenant. Ça coûte $20 000, $18 000 le conteneur. Par contre, ils s'approvisionnent en Algérie, ça coûte $2 000, $3 000, pas plus. Et la proximité. On envoie un conteneur à partir d'Alger, ou bien d'Oran, ou bien quelque part. Il arrive à Marseille en une journée. Il arrive en Italie, une journée. Donc, c'est les avantages, c'est les atouts qu'on doit exploiter en Algérie. Mais on doit donner importance au facteur temps. Le potentiel, on l'a. On a eu un groupe, je dirais des Chinois directement. Ils ont sollicité notre bureau. Ils peuvent investir rapidement 40 sociétés de production. Si on leur attribue les terrains demain, ils peuvent commencer à faire les hangars dans 2 mois. Où est la facilité? C'est ça le malheur. Donc, on doit changer de stratégie, on doit faciliter l'octroi du foncier, surtout que ce soit pour les Algériens et les étrangers. Mais pour le faire, il faut construire des zones industrielles, parce que cette méthode, faire une étude technique-économique, la déposer quelque part, il y a plein d'organismes ici, l'ANIREF, je ne sais pas quoi, etc., sont les critiques, et c'est de toute façon. L'investisseur étranger n'attend pas. Il n'a pas la notion d'attendre. Il a envie d'investir, il investit maintenant. Parce qu'un projet qui n'est pas réalisé de suite, le business plan, il est foutu, et même l'idée, elle est foutue. Donc, le temps, le timing. C'est le plus important, selon vous. Donc, l'Algérie a les potentiels pour justement... Un grand potentiel. On doit l'exploiter rapidement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sayoud Mohamed, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes expert international en investissement. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi. Très bien, voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le point météo présenté par Amel Amzian Zitouni. Au revoir.